le document d'information clé d'investisseur, ou plutôt appelé le DICI. Obligatoire pour tout produit financier, mais comment le lire? Quelle information à retenir? Sur quelles données doit-on mettre un point d'attention? C'est tout ce qu'on va voir juste après le jingle. Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout te révéler sur le document d'information clé. Son format, comment le lire, quelle information importante, si et seulement si tu likes ma vidéo et tu t'abonnes. C'est bon? Alors c'est parti! Le DICI est un document de 2 à 3 pages remis aux investisseurs qui veulent investir dans une OPC. Un OPC, vois-le comme un portefeuille collectif géré par des professionnels. Je pourrais faire une vidéo où j'expliquerai toute cette bringue et tout ce qu'il y a derrière, mais en attendant, garde ça en tête. Le DICI permet à l'épargnant de prendre connaissance des principales caractéristiques du produit. Il est obligatoire pour tous les fonds d'investissement commercialisés en Europe. Il est remis gratuitement à tous les investisseurs avant la souscription et sinon tu peux le retrouver quand tu veux grâce au code IMSIN, c'est le nom du produit, sur le site de l'AMF. Je te mettrai le lien dans la description. Ce document est volontairement court et il permet l'accès aux informations essentielles. Le format standardisé permet d'obtenir des informations claires, exactes et non trompeuses. Le but étant de mieux comprendre et de pouvoir comparer les différents fonds français ou européens. Alors on va lire ensemble un document d'information clé, on va passer un moment fabuleux et après cette vidéo, eh bien tu sauras tout. Pour exemple, j'ai pris le document d'information clé d'une assurance vie que je propose. Et oui, faut bien. Alors, on arrive sur la première page, c'est pas très joli, il faut arriver à le décortiquer. Il y a une note tout en haut. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale. On nous précise qu'on a créé un document standardisé pour une lecture plus facile. En dessous du titre, on voit qu'il s'agit d'un OPCVM. C'est une catégorie d'OPC. On pourra voir ça prochainement, mais j'ai dit que l'OPC, il fallait le voir dans un premier temps comme un portefeuille collectif, avec le nom de ceux qui gèrent ce portefeuille collectif, la Rothschild & Co. Le code ISIN, c'est le prénom du fonds. C'est grâce à ce numéro qu'on va pouvoir retrouver le DICI sur le site de l'AMF. Le DICI est composé en plusieurs parties, avec une grande partie sur objectifs et politiques d'investissement, une deuxième partie profil de risque et de rendement, une partie frais, une partie performance passée et une partie information pratique. Pour commencer, la première partie donne des informations sur l'objectif et la police d'investissement. Alors, dès la première ligne, on parle de FCP. FCP qui est une catégorie d'OPCVM, qui est une catégorie d'OPC. Enfin, tu as juste à retenir pour cette vidéo qu'il s'agit de la même chose. Dans le premier paragraphe, on a beaucoup d'informations. On voit que la durée de placement recommandée est de 3 à 5 ans. On voit qu'il y a un indicateur de référence. En fait, c'est quand le gestionnaire essaye de suivre et de répliquer un indice boursier. C'est un fait, certains produits suivent un indicateur et d'autres non. Là, c'est le cas. Certains peuvent suivre l'indice boursier du CAC 40 par exemple. Là, ce n'est pas le cas, il suit l'indice boursier du MSCI Daily. Là, dans ce paragraphe, on nous parle des stratégies d'investissement. Alors les stratégies, là, on voit qu'il y a une stratégie de rendement absolu et une stratégie de gestion directionnelle. Pour faire simple, elle vise à générer des rendements réels positifs, que l'évolution des marchés soit en hausse ou en baisse. A l'inverse, d'autres fonds ont une stratégie de neutralité de marché qui consiste à ne pas s'exposer au risque de marché. Tandis que là, leur stratégie, c'est ce qu'elle cherche. Et là, on parle de, en cas de conditions exceptionnelles de marché, le gestionnaire s'autorise le droit, de manière exceptionnelle, de réduire très fortement son exposition aux différentes stratégies de gestion en cas d'anticipation défavorable. En gros, là, ça va être leur réactivité, ça va être une baisse des cours, de réagir tout de suite et du coup de moins s'exposer. Tout est dit, ils gèrent et prennent les mesures pour éviter toute perte importante. Et ensuite, là, sur tous ces paragraphes, on détaille les principales catégories dans lesquelles le fonds peut investir. Dans ce paragraphe, chaque investisseur pourra obtenir le remboursement des parts de façon quotidienne.
c'est un point important qui indique la possibilité, la fréquence, si jamais tu veux racheter tes parts. Parce que pour certains placements, comme par exemple des SCPI, eh bien en fait c'est dit illiquide. Du coup, tu ne pourrais pas racheter tes parts aussi disponibles. Là, c'est parce que l'assurance vie est disponible, du coup, te faire rembourser tes parts de façon quotidienne. Ensuite, ce paragraphe-là, la fréquence de valorisation, ça dit que les dividendes sont réinvestis pour valoriser la part. À l'inverse, ils peuvent être distribués. Et dans ces cas-là, on aurait eu une distribution. C'est pas bon ou mauvais, il faut juste que ça réponde à ton objectif. Si ton objectif, c'est de valoriser un capital, eh bien là, c'est top. Si ton objectif, c'était d'obtenir des revenus complémentaires et donc d'opter pour une distribution des dividendes, là, tu vois bien que ça ne colle pas avec ton objectif. Du coup, c'est valorisation ou distribution. Et enfin, on nous rappelle la durée recommandée. Alors, ça fait beaucoup d'informations, surtout dans le premier paragraphe. Il en reste encore 4. Mais il s'agit de ton argent, alors autant bien savoir où il va. La partie suivante correspond au profil de risque et de rendement, avec une échelle de 1 à 7. 1 étant le risque le plus faible, mais attention, pas sans aucun risque, et 7 le plus risqué. Le but de cette échelle est de quantifier le profil de risque et de rendement du fonds d'investissement. Alors niveau 5, c'est plutôt élevé. Et c'est dû aux stratégies utilisées par le fonds. Ils vont chercher du rendement et qui dit plus de rendement, qui dit plus de risques. On détaille aussi les risques importants non pris en compte par l'indicateur, comme par exemple le risque de crédit. Pour faire simple, une action ou une obligation au sein du portefeuille collectif pourrait être impactée à cause de celui qui gère l'action ou l'obligation en question. Et ça, c'est un risque à prendre quand on investit dans une action. Ensuite, le risque de liquidité, s'il y a beaucoup de personnes qui rachètent leur part soudainement ou une personne extrêmement riche, eh ben, ça peut influencer les marchés. Et du coup, l'assureur n'a plus assez d'argent pour rembourser tout le monde et là, il peut interdire le rachat. Ça, c'est un risque, le risque de liquidité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Et l'OPCVM n'est pas garanti en capital. Là, c'est important de le voir, important de le lire et important d'être en accord avec sa stratégie. Quoi qu'il en soit, plus on se rapprochera d'un rendement 7 qui ira chercher de la performance, qui ira chercher du rendement, plus on a moins de chances que le capital soit garanti. Youhou! On a fait la première page. Bon, sur la deuxième, on va passer à la partie des frais. Alors là, on voit les frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Les frais courants sont les frais de gestion pour rémunérer ces professionnels qui gèrent les fonds. Si on rentre dans ce fonds par l'intermédiaire d'une assurance vie, eh ben on aura les frais de gestion de l'établissement chez qui on a souscrit l'assurance vie et en plus ces frais-là qui ne sont pas forcément écrits dans le contrat d'assurance vie, qu'on appelle aussi les frais cachés. Alors ils sont là, les frais courants du portefeuille collectif. Et ensuite, il y a les commissions de surperformance. C'est une commission supplémentaire qui rémunère la société de gestion lorsqu'elle dépasse l'objectif préalablement fixé. Là, il n'y en a pas. Ensuite, on voit les performances passées. Les performances passées, je le répète, ne présagent pas des performances à venir. Et enfin, on a les informations pratiques, où il va être noté la catégorie juridique, le nom du dépositaire, les modalités pour l'obtention d'informations sur le produit ou la valeur liquidative, l'agrément de fonds et sa réglementation, patati patata. Et voilà, la deuxième page est beaucoup plus rapide à lire. Mais pour résumer les grandes parties, on a les objectifs et politiques d'investissement, profil de risque et rendement, frais, performances passées et les infos pratiques. Tu devrais retenir 5 choses. La première, c'est faire attention à la durée recommandée de l'investissement. S'il s'agit d'un produit de capitalisation ou de distribution, la politique de rachat, si tu peux récupérer l'argent placé facilement ou pas, si le capital est garanti et l'échelle de risque, et enfin, être en accord avec les frais qui, eux, ne sont pas négociables. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. L'important, c'est que tes critères d'investissement coïncident avec le fonds. Et voilà, on arrive à la fin du document d'information clé. J'espère que tu n'as pas eu besoin de prendre un Doliprane pour absorber toutes ces informations et que tu as suivi la vidéo jusqu'au bout et avec intérêt. Si elle t'a plu, tu peux partager ton enthousiasme en mettant un like sur la vidéo et aller voir, tant que c'est encore tout chaud dans ta tête, ma vidéo sur le couple rendement-risque. Je n'ai plus qu'à souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que tu la regardes, et je te dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.